Aujourd'hui, il n'existe pas de filière de recyclage pour l'ensemble des plastiques qui sont mis sur le marché, et notamment ceux des emballages. Et donc, ils terminent dans une décharge ou dans un incinérateur. La toute première bouteille d'eau en France, c'est en 1968. C'est finalement relativement récent. Et le format 50 centilitres, le format nomade, c'est la fin des années 90. Alors que pourtant, avant, on faisait du sport aussi, on avait des activités à l'extérieur, on allait pique-niquer. Et en fait, il n'y avait pas les petites bouteilles d'eau. C'est quelque part un petit peu rassurant de se dire le jetable, c'est une parenthèse qu'on peut refermer. Elle est relativement récente et ça ne veut pas dire la remise en question complète d'une certaine qualité de vie, mais c'est juste une hérésie dont on peut s'éloigner en réservant le plastique aux usages pour lesquels il est indispensable. Il n'est pas forcément plus polluant si on se place d'un point de vue de la toxicologie. Voilà. Il est surtout inutile, il est très volumineux. Il y en a de plus en plus. La prospective en termes de production, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est faramineux. On va, je crois, tripler la production de plastique d'ici 2030. Pourquoi la grande distribution aujourd'hui est accro au plastique, c'est parce que les circuits se sont allongés. Parce qu'il y a le plastique qu'on voit des emballages finaux, mais il y a aussi malheureusement beaucoup de plastique aussi dans les emballages secondaires qui servent à toutes les étapes de la logistique de distribution. L'emballage des palettes, etc. Enfin bon, c'est assez hallucinant rien que d'y penser. Et en fait, c'est tout ce système-là et ces énormes distances qui font qu'on a besoin d'emballage et l'emballage plastique est malheureusement majoritaire. Il faut, dans tous les cas, qu'on re-questionne ce modèle de distribution-là. Quand on fait des machines à laver, l'eau, elle repart un moment dans l'océan. Et en fait, beaucoup de nos vêtements sont faits à partir de matières plastiques, comme le polyester. Et du coup, en fait, il y a énormément de fibres plastiques qui arrivent dans les océans via les eaux de lavage de nos machines à laver. Ensuite, il y a tous les déchets plastiques qui arrivent dans l'océan et qui vont se fragmenter en tout petits morceaux. Et puis, à la fin, il va rester un morceau vraiment très petit. Et après, il y a aussi les microbilles dans les cosmétiques, dans les dentifrices, les gels douche et les gommages. Il y a des microbilles de plastique. On les retrouve dans l'estomac des poissons. On le retrouve dans le sel de mer, le sel marin. On le retrouve absolument partout. Donc, nous, si on mange des poissons ou des moules qui sont filtrants, ou des organismes dont c'est le boulot d'ailleurs de filtrer l'océan, on va les ingérer. On a les aussi. PCB qui vont avec. Voilà. Aujourd'hui, il n'existe pas de filière de recyclage pour l'ensemble des plastiques qui sont mis sur le marché, et notamment ceux des emballages. Et donc, ils terminent dans une décharge ou dans un incinérateur. Ce qui n'est pas terrible, vous en conviendrez, par rapport à la consommation de ressources qu'il y a derrière cette production de plastique. Les sacs plastiques sont interdits, sauf s'ils sont considérés comme réutilisables. Et le critère qui fait qu'ils sont considérés comme réutilisables, c'est qu'il faut qu'ils soient d'une épaisseur supérieure à 50 microns. Et donc, ça fait que maintenant, dans certaines boulangeries, par exemple, ça m'est encore arrivé hier, j'ai vu le sac plastique proposé aux clients qui étaient juste avant moi, quasiment identique à ceux utilisés précédemment, mais finalement plus épais. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit une très très bonne nouvelle. Il y a encore, à mon avis, un petit peu de chemin à faire sur ces interdictions et sur ces mesures françaises ou européennes pour que les dérogations accordées soient plus limitées que ça. Les entreprises ont une responsabilité énorme dans les masses de plastique qui sont produites chaque année. On s'est amusé à regarder d'où ça venait, quelles sont les entreprises qui produisent ces trucs-là.
Et en fait, on retrouve à peu près toujours les mêmes. C'est voilà, les très très gros de l'agroalimentaire. C'est Unilever, c'est Pepsi, c'est Coca-Cola, Danone, Nestlé. Voilà, c'est toutes ces entreprises-là. C'est des entreprises qui marchent bien, qui ont des très bons chiffres d'affaires, qui ont des ingénieurs plein de talent et qui peuvent recruter des compétences pour essayer de réfléchir à comment vendre autrement les produits. Il est temps que ces entreprises, elles mettent tous les talents justement qu'elles ont chez elles. Et donc, il y aurait des modes de réflexion sur d'autres modes de distribution. Aller recharger, avoir des distributeurs, y aller nous avec nos contenants. Il y a des choses à inventer. Et il y a quelque chose qu'on fait assez peu en France. C'est pas du tout dans notre culture, mais c'est beaucoup dans la culture anglo-saxonne. C'est d'interpeller directement les marques. Écrivez à leur service client, appelez leur service client, citez-les sur Instagram, sur Twitter, sur leurs comptes, sur leurs réseaux sociaux. De plus en plus, si on fait ça, je pense que ça va peut-être un petit peu réagir.